Merci à Khady Silla pour le journal de 20h. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans la quatrième et dernière partie de votre magazine, l'édition du soir. Comme annoncé tantôt, notre invité Amadou Gueye, membre de Nyo Lank, le collectif qui va descendre sur le terrain donc vendredi, et également sur ce plateau avec moi, Hassan Gueye. On va s'entretenir avec notre invité et après il viendra pour la vue du net. Bonsoir à vous, monsieur Gueye. Bonsoir Awa, bonsoir Hassan. Merci de nous recevoir en cette veille de manifestation à laquelle nous voulons convier les Sénégalais pour venir pacifiquement manifester leur désapprobation de la hausse de l'électricité. Également à vous, Hassan, bonsoir. Bonsoir Awa, bonsoir Amadou et à nos chers téléspectateurs. Voilà, et nous allons démarrer avec Nyo Lank, Nyo Bagne, qui va descendre sur le terrain vendredi. Mais on a constaté qu'il y a quelques semaines également, il y avait une accalmie. Pas vraiment accalmie, on va dire qu'il y avait d'autres activités qu'on a menées en dehors de la manifestation massive. Parce que vous savez, comme vous le savez, on a tenu une manifestation le 13 décembre, ensuite le 20 qui a été réprimée par les forces de l'ordre en violation du droit constitutionnel qui nous a permis de tenir une manifestation partout. Et donc, nous avons retenu, en dehors des manifestations, de faire un peu plus de sensibilisation, notamment dans la banlieue à Guédiawaye, à Pékin. Nous avons aussi, entre-temps, travaillé à rencontrer d'autres organisations syndicales, partis politiques, organisations sectorielles, économiques, l'UNACOA, la Fédération des boulangers, étant entendu que le combat, c'est le combat de tous les Sénégalais, et pour nous, il est naturel d'aller sensibiliser toutes ces autres forces pour venir ensemble parler au nom des Sénégalais, nous mobiliser et faire prévaloir un peu cette demande pour baisser la hausse de l'électricité. On a vu que vous êtes allé rencontrer les politiques et c'est-à-dire que vous peinez à mobiliser et que ces derniers peuvent également vous prêter main forte. Non, c'est vrai que ça pourrait être une interprétation, mais elle est totalement fausse. Encore une fois, nous n'allons pas juste voir les politiques, nous allons voir toutes les organisations représentatives des Sénégalais. Et aujourd'hui, ces organisations, c'est les organisations politiques, mais c'est aussi les organisations syndicales, c'est aussi les organisations sectorielles économiques. Alors, les politiques, il faut le dire, représentent un grand nombre de Sénégalais, que ce soit le Parti démocratique sénégalais, PASTEF, le CRD, etc. Donc, nous les avons rencontrés, tout d'abord pour les sensibiliser, parce qu'il faut quand même dire que nous ne nous contentons pas juste de dire Nyo Lank. Nous avons des arguments à faire valoir pour expliquer pourquoi la hausse n'est pas justifiée. C'est à nous d'aller présenter nos arguments auprès de ces organisations. Est-ce que nous voulons que ces organisations nous aident à mobiliser? Bien sûr, parce que nous pensons qu'un combat démocratique demande aussi de se mobiliser avec le plus grand nombre. Les partis politiques ont aussi leurs adhérents, ont leur stratégie, ont leurs forces, et c'est des organisations, il faut le rappeler, légales et légitimes. Et donc nous n'avons aucun complexe, aucun problème à aller les voir. C'est une ligne de cohérence d'ailleurs. Ce qui serait anormal, c'est aujourd'hui de prétendre parler... Mais est-ce cohérent? Parce que autant la société civile décriait la démarche des politiques, aujourd'hui vous cherchez ces politiques-là comme alliés. Est-ce cohérent? Parfaitement cohérent. Lorsque une organisation politique en particulier, surtout une organisation, un parti qui est au pouvoir, fait des dérives, il est parfaitement normal que la société civile et tous les Sénégalais qui ne sont pas d'accord avec ces dérives les dénoncent. Ce qui veut dire que le problème que nous avons, ce que nous dénonçons, ce sont des dérives des actions. Prenons le cas du PDS qui aujourd'hui a été sanctionné par les Sénégalais. Donc c'est une question résolue. Parce que je sais que vous allez nous parler. Et que vous y avez participé. Oui, encore une fois, nous n'avons pas eu de problème avec les membres du PDS, tout comme aujourd'hui nous n'avons pas de problème avec les membres de l'APR. Il y a des actions que nous décrions. Aujourd'hui, nous allons contre la hausse de l'électricité. Nous ne sommes pas contre Benno Bokk Yakaar, nous ne sommes pas contre l'APR, nous ne sommes pas contre des membres des Sénégalais qui sont pour le président Macky Sall. Il faut qu'on fasse la différence. Nous avons un problème, nous nous opposons à des actions à une hausse et à l'emprisonnement anormal de nos camarades. Tout à l'heure, vous avez utilisé le mot dérive. Est-ce que ce n'est pas trop chargé par rapport à la situation? Non, non, je disais tout à l'heure, je donnais l'exemple pour juste dire, parce que j'essaie d'expliquer la position de la société civile par rapport à certaines organisations, en particulier celles qui sont en position de pouvoir. Et je prenais le cas du PDS pour dire que lorsqu'il y a eu des dérives, la société civile et les Sénégalais
ont dénoncé ces dérives et le PDS a été sanctionné. Et aujourd'hui, vous pensez qu'il y a des dérives au Sénégal? Il y a beaucoup de dérives. C'est vrai que je ne veux pas trop m'éloigner, je veux rester sur ces dérives économiques qui a fait que le bateau Sénégal a échoué et que ses capitaines ont du mal à redémarrer, raison pour laquelle d'ailleurs, à défaut de pouvoir s'appliquer eux-mêmes un plan d'économie au sein de l'État, à défaut de mettre en œuvre leur propre plan au niveau de Sénélec, ils veulent aujourd'hui faire que les Sénégalais payent leur gaspillage, leur mauvaise gestion. Et donc nous pensons que ce n'est pas justifié parce que les Sénégalais, comme vous le savez, ont payé leurs factures d'électricité, ont payé leurs impôts au point qu'on a financé Sénélec. Donc ils ont fait ce qu'ils devaient faire. Vous ne pouvez pas, après 7 ans de mauvaise gestion et d'endettement et de mobilisation fiscale, et à chaque fois vous avez dit que vous avez réussi, venir ensuite nous dire que les Sénégalais doivent payer davantage. Il y a quelque chose d'injustifié, d'inexplicable, et jusque-là, le gouvernement n'a pas fourni d'explications plausibles. Il peine à redémarrer, vous l'avez dit, en parlant du gouvernement, mais parlons d'abord de votre problème de redémarrage, vous, le collectif Nyolanko-Nyobagne. Tout à l'heure, on parlait de mobilisation. Quand on fait, disons, la comparaison entre la manifestation du 13 et la manifestation du 20, on sait que la mobilisation a fléchi, car a affaibli par rapport à la manifestation du 13. C'est ce qui a poussé même, c'est ce qui a fait même qu'il il n'y avait même pas de manifestation ce 20 parce que ça a été dispersé dès l'entame. Est-ce que ce n'est pas ce que vous avez fait dire, tiens, là on veut braver l'interdit, mais on n'a pas le nombre suffisant, c'est pour ça que vous êtes en train de chercher... Non, pas du tout. En réalité, lorsqu'il y a eu une manifestation autorisée, les Sénégalais sont sortis en masse pour dire « nous ne sommes pas d'accord avec la hausse de l'électricité ». Et donc le message était clair, ce qui veut dire que lorsque le préfet, l'administration joue leur rôle et laisse les citoyens s'exprimer librement, les Sénégalais sortent en masse pour dire qu'ils ne sont pas d'accord. Le 20, effectivement, c'était une manifestation réprimée. Effectivement, quand une manifestation est réprimée, vous n'avez même pas le temps de vous mobiliser. Et donc voilà. Mais là, ce n'est pas notre faute. C'est l'État du Sénégal, le préfet, le président de la République, qui ne veulent même pas obéir aux dispositions régulières de la Constitution et de la loi 7802 qui dit que le préfet ne peut pas invoquer des troubles à l'ordre public. Le préfet ne peut pas dire vous ne pouvez pas marcher à l'Assemblée nationale. Le préfet ne peut pas dire vous allez bloquer une rue. Le préfet ne peut pas dire que nous sommes à un jour ouvrable, à une heure de pointe. Il ne peut invoquer aucune menace ou trouble à l'ordre public sans justifier qu'il n'a pas assez de force pour encadrer la manifestation. C'est important de le dire. Mais depuis lors, les autorités font fi de mais c'est que justement, c'est-à-dire... ces articles, mais justement, cette loi, entre autres. Est-ce qu'on ne risque pas de revivre, d'avoir un remake demain? Oui, mais c'est important d'abord de le dire. Il faut que quand même que tous les Sénégalais, qu'on se mette d'accord pour comprendre que la loi dit que le préfet, si le préfet a des justifications, peut dire que est en mesure de prouver que la police ne peut pas encadrer une marche, alors le préfet a le droit d'interdire la marche. La Cour suprême dit carrément au préfet, si tu ne peux pas me prouver pour encadrer ce que tu peux appeler des risques de troubles à l'ordre public, tu n'as pas le droit d'interdire une marche. Il faut que ce débat soit réglé, parce que quelquefois, les Sénégalais essaient de défier la loi. C'est le président de la République, l'administration et le préfet qui ne veulent pas se soumettre à la loi. Or, l'état de droit, ça veut dire que l'état du Sénégal, l'état, est soumis au droit de la même manière que les citoyens sont soumis au droit. Si on veut que les citoyens respectent le droit et la loi, c'est un minimum que de s'attendre à ce que le président de la République et le préfet respectent et se soumettent aussi au droit. J'en viens sur la manifestation de demain. Jusque-là, nous n'avons reçu aucune notification d'interdiction. Nous avons satisfait à toutes les formalités et nous avons toujours dit depuis le début que nous n'avons aucune intention de trouble à l'ordre public. Ce n'est ni dans notre stratégie, ni notre objectif. De toute façon, lorsque les Sénégalais pensent qu'il va y avoir des coups, des lacrymogènes, ils ne viennent pas. Donc nous n'avons aucune intention de créer des troubles à l'ordre public. Dès lors, je ne vois pas pourquoi le préfet, nous ayant satisfait à toutes ces formalités, nous interdirait de tenir une manifestation. Donc encore une fois, tant et aussi longtemps qu'on n'a pas une interdiction, nous sommes en droit et nous le disons que la manifestation est autorisée. Et Inch'Allah, demain,
Et ça, je peux le dire vraiment avec, disons, une relative assurance que nous tiendrons notre manifestation et que nous ne pensons pas en tout cas qu'il y aura une quelconque interdiction. Alors, on vous accuse souvent de défier l'autorité, mais eu égard à votre argumentaire, on dirait que c'est la démocratie qui est piétinée au Sénégal. Mais je dois avouer, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est vrai que dans les plateaux, peut-être parce qu'on ne donne pas suffisamment l'information documentée venant de la Cour suprême, les gens pensent que nous sommes, c'est des groupes qui sont en train de se tirailler. Moi, je vous dis, si la loi me dit ou nous dit à notre collectif que nous n'avons pas le droit de faire telle et telle chose, nous nous y soumettons. Mais encore une fois, ici, je dois peut-être vous, tout simplement vous réciter, essayer de vous réciter l'arrêt de la Cour suprême qui dit en cours l'annulation, l'arrêté du préfet qui, pour interdire une marche, donc se limite à invoquer des troubles à l'ordre public, l'existence de services névralgiques, le blocage de rues de circulation, sans justifier l'insuffisance ou l'indisponibilité de force pour encadrer la marche. Donc c'est clair, la Cour suprême l'a dit clairement. C'est dans la loi 7802, c'est aussi clair. C'est clair dans l'article 8 et 10 de la Constitution. Ce qu'il faudrait, c'est que tout simplement le préfet et le président... Mais les arrestations ne vous intimident pas au point que le mouvement s'effrite. Non, je pense que nous, du collectif, évidemment, nous ne sommes pas intimidés. Si nous étions intimidés, nous ne nous engagerions pas comme ça dans ce collectif. Mais je dois avouer qu'il y a une stratégie de terreur que le gouvernement essaie de mettre en place. Vous voyez, aujourd'hui, partout, on voit des forces de police, comme si nous sommes en état de guerre. Moi, je trouve ça choquant parce que les Sénégalais ne sont pas violents. Nous avons la chance quand même d'avoir un pays relativement, disons, en tout cas jusque-là, pacifique. Et en tout cas, nous n'avons pas de problème ou de vérité guerrière. Comment ça se fait qu'il y ait autant d'intimidation? C'est que manifestement, le gouvernement a peur et tient à intimider les Sénégalais. Et moi, je pense que c'est pourquoi il est très important que tous les Sénégalais se mobilisent pour montrer au président de la République que nous ne sommes pas intimidés. Nous n'avons pas peur de vivre dans ce Sénégal que nous voulons garder comme une démocratie et qu'à chaque fois que de besoin, sur l'électricité ou tout autre enjeu, si c'est nécessaire, nous sortirons manifester notre droit à lui dire non, nous ne sommes pas d'accord. Et évidemment, nous voulons et nous allons le faire de manière parfaitement pacifique. Encore une fois, ce n'est pas dans notre intérêt de susciter de la violence ou de créer des troubles à l'ordre public. Parce que voilà, nous pensons que pour avoir une manifestation pacifique et massive, les gens doivent être rassurés. Alors, voilà. Le gouvernement a peur, ce sont vos mots, mais qu'est-ce que peut craindre un gouvernement venant d'une organisation comme la vôtre? Mais lorsque on n'a pas raison, lorsqu'on veut mettre en place des mesures injustifiées, lorsqu'on veut cacher ses fautes de gestion, lorsqu'on ne veut pas, disons, baisser ses propres charges et qu'on veut maintenir son propre niveau de vie et qu'on veut faire payer aux Sénégalais sur l'électricité, sur le gazole, sur l'augmentation générale de tous les prix, demain sur l'impôt, lorsqu'on veut réprimer les droits des Sénégalais et les habituer à accepter qu'on est dans un régime où le président et le pouvoir décident, on met en place de telles stratégies qui font qu'in fine, progressivement, les Sénégalais vont préférer rester en se disant, voilà, parce que les Sénégalais, finalement, s'ils acceptent ça, s'ils acceptent le régime de terreur, mais c'est ça la dictature. Peu importe le dictateur, la dictature, c'est un régime où les citoyens ont peur de s'exprimer, de dire je ne suis pas d'accord. Et ça, il est important que les organisations politiques, les organisations syndicales se mobilisent pour y mettre fin. Parce qu'aujourd'hui, ça commence avec l'électricité, mais ça va continuer avec le pétrole. Voilà, demain, quand le pétrole viendra, vous verrez que les ressources ne seront pas bénéfiques pour les Sénégalais et les Sénégalais ne pourront pas se mobiliser pour se défendre parce qu'on les aura habitués progressivement à être divisés, à rester chez eux. Et voilà, c'est ce que vivent tous les autres pays. Donc, il faut qu'aujourd'hui, en dehors de ce combat économique sur l'électricité, que nous sachions qu'il y a aussi un combat de principe démocratique que nous devons mener. Et ça commence par la libération de nos camarades qui ont été injustement emprisonnés. Depuis un certain temps, vous êtes en train de manifester, de mettre sur place des plans d'action. Et pourtant, ceux qui sont en face de vous s'arc-boutent sur leur décision d'augmenter
le coût de l'électricité. Oui, vous savez, c'est quelquefois comme les gens jouent à un jeu de poker, ils donnent l'impression qu'ils ne sont pas sensibles. Moi, je ne crois pas. Je pense qu'ils sentent que derrière le collectif Nyolank, derrière ce mouvement de contestation, il y a tout un peuple qui aujourd'hui cherche une voie pour dire nous ne sommes pas d'accord et nous en avons assez. Est-ce que vous avez des acquis? Il y a des acquis aujourd'hui parce que, encore une fois, vous voyez que nous avons rencontré le FRN, toutes les organisations politiques qui ont manifesté leur disponibilité. Je parle du FRN, je parle du PDS, je parle du CRD, je parle du PASTEF, je parle du Tahaou Sénégal, je parle des syndicats et nous n'avons pas fini. Et les organisations économiques comme l'UNACOA, comme la Fédération des boulangers, et nous allons continuer. Mais ces organisations représentent des constituants importants, c'est des Sénégalais. Sans compter ceux qui ne sont pas derrière dans ces organisations. Et encore une fois, tous les Sénégalais sont touchés par la hausse des prix de l'énergie et cette hausse va se répercuter sur les prix de tous les produits. C'est pour ça, lorsque le gouvernement dit qu'il a une politique de protection des personnes vulnérables ou des populations pauvres, nous disons c'est impossible. Vous ne pouvez pas mettre en place une politique d'augmentation générale des prix des produits. Ceux qui ont un peu d'argent, au moins, peut-être ça va leur coûter plus cher. Mais les populations pauvres sont celles qui vont souffrir le plus. Et ça, ce n'est ni de l'inclusion sociale, ni de la protection sociale. C'est tout simplement... C'est ce que dit le directeur de la Sénélec, ni le président de la République. Mais je pense que c'est justement ça. Aujourd'hui, nous commençons le débat, mais il serait intéressant à un moment qu'on aille sur le débat des chiffres. Parce que je vous dis que dans le plan Yessal, ce ne sont pas mes mots, ni mes inventions. Les Sénégalais peuvent aller vérifier sur le site web de la Sénélec. Le plan Yessal en 2016, qui est le plan de référence de la Sénélec, avait prévu qu'en 2020, le prix de l'électricité, la facture des ménages serait divisée par 2. C'est eux qui l'avaient dit. Ils ont pu faire tous les investissements qu'ils devaient faire. Le président de la République lui-même a dit que l'État du Sénégal a donné 500 milliards à Sénélec. La Sénélec est allée emprunter plus de 600 milliards sur le marché régional et international. Donc plus de 1100 milliards qui ont été investis dans Sénélec. La Sénélec a annoncé qu'en 2017, elle disposait de 1,17 gigawatts-heure, c'est-à-dire 1017 mégawatts. De quoi répondre aux besoins de la population jusqu'en 2022-2023. Aujourd'hui, vous voyez que Sénélec est en train de louer un bateau turc pour suppléer à ses besoins. Mais qu'est-ce qui a changé Mais justement, nous sommes raisonnables. Si le gouvernement nous disait, voilà le plan que nous avions mis en place, mais il n'a pas fonctionné parce que, mais nous aurions été attentifs. Mais ils ont dit qu'ils ont bien exécuté le plan. Ils ont fait les investissements. Et les facteurs externes, comme le cours du pétrole et le dollar qui, dans les 90 derniers jours, est en train de baisser, le dollar qui est passé de 100 $ à presque 60 $, qui à un moment était à 30 $, il a baissé. Donc les facteurs externes ont été favorables. Qu'est-ce qui s'est passé? Voilà, c'est pour ça qu'il faut auditer la Sénélec. D'ailleurs, la Sénélec dit elle-même qu'elle a 27% de pertes, 17% de pertes techniques, 10% de pertes dues à la fraude. Ça veut dire que sur chaque milliard, il y a 270 millions qui sont des pertes que nous, Sénégalais, nous supportons. La Sénélec dit dans son document qu'entre 2015 et 2025, elle prévoit de perdre 1100 milliards, donc près de 100 milliards en pertes pures. Mais allez réduire ces pertes avant de venir sur la hausse. C'est la Sénélec aussi qui nous dit que le prix de l'électricité au Sénégal, je pense que c'est la Sénélec qui a fait son plan, qui dit que le prix de l'électricité au Sénégal est parmi les prix les plus élevés au monde. Comment pouvez-vous prendre dans le pays qui fait partie des pays les plus pauvres au monde, leur appliquer non seulement le prix le plus élevé au monde et venir, au lieu de baisser comme vous l'aviez prévu, vouloir l'augmenter? Il y a pour nous là un ensemble de questions légitimes que nous posons. C'est pour ça que nous nous sommes intéressés d'ailleurs au rapport public, au rapport annuel de 2018, qui jusque-là, nous sommes en 2020, qui jusque-là est disponible au niveau de la Sénélec, je puis vous l'assurer, mais qu'on ne veut pas donner. Donc voilà, si vous parlez de transparence, on avait demandé l'audit de la Sénélec, le directeur a dit qu'il ne veut pas auditer, mais c'est à eux de nous dire. Nous posons des questions, vous voulez nous appliquer des prix. Mais vous pensez que dans ce rapport se cachent des nébuleuses? Encore une fois, je dis, c'est eux qui sont en train de nous signaler que peut-être il y aurait des choses dans ce rapport. Un rapport que nous n'avons pas vu, évidemment, nous ne pouvons pas tirer de conclusion. Mais un rapport d'une société publique en position de monopole qui doit donc rendre compte, vous ne pouvez pas dire que vous ne le donnez pas
et ne pas faire que nous, Sénégalais, nous nous posons des questions. Et encore une fois, je vous ai donné un ensemble de faits qui font que ce n'est pas possible qu'aujourd'hui qu'on arrive à une hausse, puisque le gouvernement nous dit qu'ils ont fait tous les investissements, que donc que les facteurs externes comme le prix du pétrole et le cours du dollar étaient favorables. Donc qu'est-ce qui s'est passé? À défaut d'avoir ces réponses, nous estimons que c'est une hausse injustifiée. Nous ne sommes pas contre une hausse raisonnable, nous sommes contre une hausse injustifiée lorsqu'on veut faire payer aux Sénégalais l'incompétence de la Sénélec et de l'État. C'est donc ça le fond du problème. Le chef de l'État a tenté de justifier cette hausse que vous jugez injustifiée, car il dit qu'il voudrait que l'électricité soit accessible à tous les Sénégalais. N'est-ce pas normal? La question de l'électrification rurale n'est pas une question nouvelle, c'est une trouvaille de communication. Vous avez bien entendu parler de l'ASER, qui est l'agence sénégalaise d'électrification rurale, qui existe depuis une quinzaine d'années, pour laquelle les Sénégalais ont eu à mobiliser des centaines de milliards à travers l'endettement et à travers le budget national pour travailler à l'électrification des villages. La Sénélec elle-même, il faut le rappeler, ne fait pas juste l'électrification des villes. Elle a un important volet d'investissement pour l'électrification rurale. La question, c'est de se poser la question. Il faut faire un audit. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on n'ait pas suffisamment avancé sur l'électrification rurale? En gros, moi, je pense qu'il faut retenir qu'on a un certain nombre de déclarations sur des investissements importants qui auraient été faits par l'État. Et aujourd'hui, nous nous rendons compte que peut-être que ces investissements, ou peut-être que les résultats ne sont pas là. Je ne peux pas conclure aujourd'hui sur les manquements, sur la nature de ces investissements. Est-ce qu'ils ont été réellement effectués ou pas? Nous attendons un audit et nous demandons les rapports pour aller plus loin. Mais en attendant, à défaut de justifier tous ces éléments-là, nous estimons que c'est une hausse injustifiée. Encore une fois, je rappelle que c'est la Sénélec elle-même qui nous informe que le prix de l'électricité au Sénégal, qui est de 120 francs, fait partie de l'un des coûts les plus élevés au monde. Pas en Afrique de l'Ouest, pas en Afrique, au monde. Vous ne pouvez pas assujettir l'une des populations les plus pauvres, parmi les populations les plus pauvres en Afrique, ou au monde, l'un des prix les plus élevés au monde et prétendre ensuite vouloir les augmenter. Il y a là quelque chose qui est manifestement injuste. Alors pour vous, les arguments du chef de l'État ne tiennent pas la route, c'est juste une stratégie du diviser pour mieux régner. Non seulement cela, il y a une réalité qui est là. Nous avons aujourd'hui un État qui est en difficulté financière sérieuse. Ça, il faut le reconnaître. Et ça peut arriver à tout le monde, ça peut arriver à l'État. Nous avons un État qui est rentré dans un processus que nous définissons comme un processus d'ajustement structurel. Sauf que maintenant, les États ne le disent plus, la Banque mondiale ne le dit plus, le FMI ne le dit plus parce que c'est une mauvaise stratégie de communication. Ils se contentent d'appliquer des mesures. Et je vous rappelle qu'ils sont venus avec l'argument de resserrement du contrôle douanier qui a augmenté le coût des conteneurs. Donc, ces prix vont être refilés aux consommateurs. Ils sont venus ensuite avec l'augmentation des prix de l'essence, le transport des passagers. Ce n'est pas juste une affaire d'automobilistes. Les transports, tous les produits ont une part de charge de transport. Ils viennent maintenant ensuite sur l'électricité. Et effectivement, ils utilisent l'argument de l'électrification rurale pour diviser les Sénégalais. Demain, ils viendront sur les impôts. Et lorsque les Sénégalais se plaindront, ils diront non, ça concerne juste une partie des Sénégalais qui ont un certain revenu. Vous avez vu avec les permis, votre permis n'est pas expiré, mais on veut que vous le renouveliez tout de suite en payant 10 000 ou 20 000. Nous sommes dans une stratégie d'extorsion des revenus des Sénégalais. Or, les Sénégalais sont déjà pauvres pour renflouer les caisses de l'État. Et pourquoi? Pour maintenir leur train de vie, leurs privilèges exorbitants. Or, encore une fois, quelle fin? On a un président qui est en fin de règne. Vous pensez qu'il ne mérite pas une sortie honorable ou qu'il ne veut pas une sortie honorable au lieu de vouloir renflouer ses propres caisses? Non, le président lui-même dit qu'il ne veut pas parler de sortie pour l'instant. Donc c'est assez éloquent. Il ne veut pas qu'on lui parle de la porte de sortie. Hein? Donc on ne va pas lui parler de la porte de sortie. Nous allons nous occuper pour l'instant de notre vécu actuel qui coûte cher. Les difficultés que les Sénégalais vivent, il faut le dire. Ces messieurs qui sont là, dans des postes très importants, de ministres, de présidents, moi j'ai l'impression qu'à un moment, ils perdent le sens de la réalité et de la vie quotidienne des Sénégalais.
Je pense que quand ils entendent les protestations, les contestations des Sénégalais, ils ont tendance à vouloir les faire passer comme des contestations politiciennes. Moi, je ne suis pas politicien, je ne suis pas dans un parti politique. J'ai peut-être d'autres choses à faire et beaucoup d'autres d'entre nous qui sont dans le collectif Nyolank. Nous n'y sommes pas parce que, voilà, il y a quelque chose qu'on va gagner. C'est peut-être ça nous prend plus de temps ou d'énergie qu'autre chose. Mais les Sénégalais doivent être défendus. Et si c'était un parti politique, on aurait dit c'est de la politique. Et donc, on a un collectif citoyen composé d'organisations qui n'ont aucun enjeu politicien. Mais faire la politique, c'est aussi sensibiliser les citoyens sur leurs droits. Et voilà, c'est ce que nous faisons. Vous avez parlé de la réaction de ceux qui sont au pouvoir. On va citer Ibrahim Sen qui vous dépeint comme des loups déguisés en agneaux pour rentrer dans la bergerie. Oui, moi, je veux dire, j'ai toujours apprécié les écrits d'Ibrahim Sen. Maintenant, à partir du 3e âge, vous avez le droit d'insulter, de cracher. Et franchement, ça me fait sourire. Et quand je le croiserai, quelquefois il passe devant chez moi, je veux dire, voilà, ce sera toujours un plaisir de lui parler. Mais il est hors de question pour nous, collectif Nyolank, de verser dans la médisance, ou en tout cas le 3e âge, vraiment, ils sont de notre côté. Et nous savons que le combat que nous menons, c'est même au profit des membres de l'APR, même les gens qui supportent Macky Sall, ils seront impactés positivement par ce qu'on fait. Donc on n'est pas dans une démarche politicienne, contrairement à ce qu'il dit. Nous sommes parfaitement libres. Si demain nous voulions devenir maire, député ou président ou quoi que ce soit, comme tous les Sénégalais, nous avons le droit de le faire. Mais nous avons choisi et nous avons choisi un espace citoyen. Donc je pense qu'il pourrait le respecter. Voilà. Merci Amadou Gueye. Vous restez avec nous pour la suite avec Hassan Gueye pour la vue du net. Les internautes se sont penchés sur quoi aujourd'hui? Sur la rencontre Nyolank Maître Abdoulaye Wade qui a fait beaucoup de bruit sur Internet. Les internautes se sont penchés sur cette question parce que quand on voit les images de ceux qui étaient en 2012 en train de combattre Maître Abdoulaye Wade, on peut citer Fadel Barro parce que c'est lui qui a parlé au nom de la plateforme sur les réseaux sociaux. Les gens se sont attaqués à ces membres de la société civile, ces membres de Y'en a marre qui se sont battus becs et ongles en 2012 contre Maître Abdoulaye Wade. Alors nous allons directement lire les commentaires avec Georges Nesta Diop qui lui dit que Wade est un grand monsieur. Il faut définitivement reconnaître que Maître Abdoulaye Wade est un grand monsieur. Oui, il a perdu le pouvoir après en avoir vu des vers et des pas mûrs, après avoir fait face à Senghor et Diouf. Le voilà qui reçoit hier une partie de ceux qui l'ont fait tomber et sans rancune ni haine. Beaucoup qui l'ont insulté reviennent à lui, rendons-lui hommage. Il le mérite quand même, ce vieux combattant. PS, il est vrai qu'il a reconverti beaucoup de socialistes en libéraux, mais il en a subi le retour des flammes, car beaucoup de ceux-là sont devenus des apéristes. Ce qui est fascinant, c'est qu'au lieu d'aller c'est la coulée douce ailleurs, il reste au Sénégal et fait face à ceux qui l'ont trahi. Alors, faut pas aussi oublier que Maître Abdoulaye Wade est le premier à créer un journal vendu à 100 francs au Sénégal. Poursuivons avec cet internaute qui s'appelle Cheikh Abdou Khadr. Il écrit, je trouve la démarche de Nyolank illogique. Cette même société civile avait joué un grand rôle pour le départ de Maître Wade, parce que l'ancien président était pour beaucoup un anti-modèle. Aujourd'hui, cette même société civile qui sollicite son soutien, on pactise avec nos anciens bourreaux pour faire enlever nos nouveaux bourreaux, déshabiller Paul pour habiller Paul. C'est de l'incohérence. Je pense que l'enjeu, c'est de laisser reposer, ces vieux qui ont déjà fait leur preuve. Baïla Al-Amin Sané a aussi commenté, au fini sont combattés qui? Une question qu'il se pose, la personne de Maître Abdoulaye Wade ou le système politique et de gestion qu'il voulait nous imposer, car pour moi, entre les deux, il y a différence. À noter que chacun est libre de donner sa position et opinion. Aboubakar Sadir Ndiaye a aussi commenté, ce qui me dérange, c'est que ce sont les éléments de langage. On ne peut pas traiter Maître Wade de vieux incapable, vieux âgé, incapable de gouverner et aujourd'hui de le qualifier de jeunes avec une clairvoyance d'esprit, pour citer Fadel Barro. Daoud Boubandiaï a aussi commenté, quand on se bat pour le Sénégal, c'est-à-dire tout le peuple, Amoul Khadjeksen, je pense qu'ils peuvent même appeler les gens de Benno Tassiakar à les rejoindre sur ce combat. Ça ne serait pas illogique par rapport à un combat que l'on mène pour tout un peuple.
Abdou Salam Touré a aussi commenté, voilà, c'est vraiment incohérent, hein, mais il faut les comprendre, ils peinent à mobiliser et ils sont dans la dèche, donc ils vont colmater par-ci et quémander par-là. C'est ce qu'on appelle le yo-yo politique. Amadou Tidiane Si qui écrit que le manque de cohérence et de constance de nos organisations, voilà pourquoi il est difficile d'adhérer à nombre d'organisations. La constance n'est pas leur fort. C'est comme ceux qui veulent s'allier avec Khalifa Sall en oubliant qu'il est un élément et un pur produit du système qu'ils combattent. Nous terminons avec Aïb Mor Anta qui écrit que le PDS est un parti présent à l'Assemblée nationale et qui compte jusqu'à preuve du contraire dans l'opposition. Si tout parti qui est défait doit être mis en quarantaine, il n'en resterait plus beaucoup. Le PS battu en 2000 a rejoint tous les organes de lutte qui ont contribué à la chute des libéraux, en compagnie d'ailleurs de leurs redoutables adversaires de plusieurs décennies comme Dansokho, Bathily, Savané et entre autres. Et terminons avec Cheikh Abdou Khadr qui dit que pour les politiciens, ça ne me pose aucun problème, mais quand il s'agit de la société civile, ça me dérange. Un mot par rapport à tous ces commentaires? Oui, bon, je peux comprendre, c'est des réactions un peu à chaud. C'est vrai que, en particulier, Maître Wade est une personnalité polarisante à certains endroits. Les souvenirs sont encore frais un peu de l'épopée du PDS. Je peux comprendre. Mais je pense que aussi, il faut toujours mettre les choses en contexte. Ici, le collectif Nyo Lank et les Sénégalais, je pense, ne devraient pas un peu avoir un jugement sur les personnes. Lorsque un pouvoir, incluant celui de Maître Wade, était en place, ce sont les dérives qui ont été dénoncées par la société civile et par les Sénégalais, et ils ont été sanctionnés. Mais qu'est-ce qu'on veut d'autre, hein? Ils ont pris leurs sanctions. Maintenant, retenons toujours que le président Wade, qui est toujours aujourd'hui le secrétaire général du PDS, et nous avons rencontré le Front de résistance nationale et un certain nombre de leaders qui voulaient nous rencontrer et qu'on voulait rencontrer. Donc à ce titre, c'est cohérent de rencontrer le président Wade, c'est cohérent de rencontrer Idrissa Seck que nous n'avons pas encore vu. Nous avons rencontré M. Ousmane Sonko, nous avons rencontré Khalifa Sall. Encore une fois, nous sommes ici dans une démarche où nous pensons que tous les Sénégalais sont concernés. Et donc ce n'est pas à nous de dire voilà, il y a des bons ou des mauvais Sénégalais. Je pense qu'il faut quand même être juste. Hein, c'est les actions qu'on combat. Et même sur cette question de la hausse de l'électricité, nous ne sommes pas contre Benno Bokk Yakaar, nous ne sommes pas contre les membres de l'APR, nous ne sommes pas contre les membres, les Sénégalais qui sont pour Macky Sall. Nous sommes contre une action, une mesure du gouvernement. Et peut-être bien, et je le pense, et je le sais d'ailleurs, qu'il y a beaucoup de membres de Benno Bokk Yakaar ou de l'APR qui pensent aussi, et qui l'ont d'ailleurs dit, Cissé Lo l'a dit, le médiateur l'a dit, monsieur le maire de Liberté 6 l'a dit, il y a des gens qui sont libres, qui ont leur honnêteté, qui ont dit que cette hausse pouvait être évitée. Cela ne fait pas de, disons, des parias ou des renégats, mais il y a des choses qui nous concernent tous. Et moi, je salue d'ailleurs cette liberté et cette flexibilité que les Sénégalais ont de pouvoir se parler en dehors de leurs différences, parce qu'il faut savoir contextualiser les choses, et ça, c'est important. Voilà, je pense que c'est du discernement. Voilà, Sam. Le temps qui nous était imparti est terminé. Merci à vous, merci. Amadou Gueye, qui est membre du collectif Nyo Lank qui appelle à manifester donc demain dans l'après-midi. Merci également à vous, Hassan Gueye. Rendez-vous demain, Inch'Allah. Inch'Allah. Merci également à toute l'équipe technique dirigée par Serigne Aliou Keita. Merci. Merci également à Alioune Sitoé Diatta, Mami Kanté. Merci également à Pape Gora Gueye pour son appui. Un grand merci à vous, très chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Excellent moment en compagnie des programmes de Walfadjri, des programmes qui se poursuivent avec Dinek Diamono, avec Moustapha Diop qui a participé à la réalisation de ce magazine. Bien à vous.